Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'expert IT, propulsé par Zenith RH. Je m'appelle Stevie, je suis le CMO de Zenith et je me suis donné comme mission, notre entreprise s'est donné comme mission d'interroger les différents experts de cet univers riche qu'est l'univers IT, en réfléchissant à comment recréer le lien entre les consultants, les recruteurs et les managers de l'IT. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial parce que je connais et qui travaille avec nous. Je vous présente Nathan. Nathan, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde pour qu'on puisse comprendre aussi pourquoi tu es. Et j'expliquerai aussi pourquoi mon frère. Ouais, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir ici, c'est cool. L'initiative est super sympa, je trouve. Donc moi, c'est Nathan. Je travaille avec Zenith en tant que freelance développeur depuis 1 an et demi, un peu plus, je crois. Je suis voilà développeur plus axé développeur full stack, axé un peu plus front-end. Je travaille au développement de Zenith App depuis à peu près 1 an et demi. Ouais. Ouais, et en ce moment, c'est tout nouveau pour nous parce qu'en plus, on sort une nouvelle version donc du site web qui est connecté à Zenith App Oui, et, aussi. euh, et c'est toi qui as fait le plus gros du travail, quoi. La réalisation, le développement, ouais. Alors, Ouais. j'ai suivi des instructions très précises, mais oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On J'ai a aussi travaillé harcelé sur ce pendant... site web. Je t'ai harcelé pendant des jours en me disant, ah non, mais attends, il y a un problème là. C'est toujours un pur plaisir, c'est pas grave. On... Ça fait partie du métier aussi. C'est normal. Non, mais voilà, après, développer la vitrine d'une société, ça reste beaucoup de détails, etc. Donc, ouais, c'est un chantier qui a pris un petit peu de temps. Et au final, on l'a fait en quelques mois, donc je suis plutôt satisfait Ouais, du résultat qu'on a aujourd'hui sur Zenith RH. ouais. C'est vrai qu'on a été efficace, hein. En vrai, je rigole comme ça, mais on a été très efficace. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment t'en es arrivé à devenir développeur freelance Ouais, front, comment... bien sûr. Et bah, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis tout petit, j'ai eu une appétence assez incroyable pour l'informatique en général. J'ai toujours eu l'opportunité de bidouiller un peu des ordinateurs ou même de la tech en général. Donc que ce soit monter des PC, trouver un moyen de faire en sorte que mes jeux vidéo tournent mieux sur ma machine qui était pas très puissante. Du coup, quand j'ai grandi avec cette culture internet, cette culture informatique. Et bah, du coup, c'est assez naturellement que j'ai découvert les métiers de l'informatique aussi. J'avais pas vraiment envie de faire du support technique, ça j'avais un peu expérimenté avec la famille, comme tous ceux qui sont un peu dans l'IT, je pense. Ça, je sais que c'est pas trop mon truc. Du coup, je me suis orienté plus sur le développement. Et je pense que c'est vers fin de collège, début lycée que j'ai commencé à coder un petit peu. Je codais des plugins pour des serveurs Minecraft, comme beaucoup d'entre nous à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert pardon, le développement. Et donc, finalement, ça m'a plutôt bien plu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé après post-bac à faire une école pour devenir développeur. Donc, j'ai fait Epitech à Lyon. Et voilà, j'ai fait 3 années. Je suis pas allé au bout d'Epitech, simplement parce qu'Epitech, je sais pas si tu sais, Stevie, mais il y a une sorte de module qui permet de faire du travail à temps partiel. Et ce travail à temps partiel permet de valider des crédits pour valider des semestres à l'école. Donc, je me suis mis au courant de ma deuxième ou troisième année, je crois, à travailler en tant que freelance. La plupart des gens Ok. trouvaient des contrats en CDD ou autre. Moi, je me suis mis en statut freelance, statut que j'avais depuis 2019 pour être prêt à choper des missions dès qu'elles allaient arriver. Ouais, depuis 2020, je travaille en tant que freelance. J'ai jamais été salarié et en me mettant à travailler finalement, je me suis rendu compte que bah, j'avais, pour ma part, je parle vraiment que pour moi ici, appris ce que j'avais à apprendre à l'école. J'avais voilà ce désir de travailler après plus à temps plein et voilà d'arrêter un petit peu les cours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé
en tant que freelance développeur web. Du coup, c'est la spécialisation que j'ai choisie au fur et à mesure des découvertes que j'ai fait à l'école. Et voilà, je me retrouve ici devant tout le monde. Et ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que je fonctionne un peu pareil dans le sens où j'ai l'impression que l'école, c'est surtout pour apprendre des compétences. Et une fois que tu as ces compétences, en vrai, t'avances, tu vois. T'as pas Ouais, bien besoin sûr. de te dire... Bien sûr, bien sûr. Le reste de l'école, les 2 dernières années, c'était beaucoup des projets de fin d'année qui allaient donner plus d'immersion sur des gros ouais, qu'à projets te de groupe, de très professionnaliser, gros en fait. groupes, Mm. peut-être professionnaliser un petit peu et voilà, travailler avec une équipe de 10 personnes environ. Euh, Comme je travaillais déjà en tant que free, j'avais déjà cette, euh, cette Compétence et fibre-là qui appétence. était là, je pense. Donc, selon moi, elle allait pas m'apporter grand-chose. Et donc, j'ai préféré continuer avec des clients que j'avais déjà trouvés au moment où j'étais à l'école. Et voilà, ouais, c'est simplement un gain de temps finalement pour moi. Mais Ouais, la plupart des connaissances et des amis que j'ai toujours de l'école sont allés jusqu'au bout et ils sont très ils contents sont d'être très allés bien. jusqu'au bout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à aller jusqu'au bout. Et voilà, moi j'ai fait la balance et dans mon cas perso, moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Et pourquoi t'as choisi aussitôt d'être freelance? Pourquoi tu t'es pas dit oui, parce que souvent on se dit la sécurité du salariat, même, tu Ouais, vois, genre, enfin... bah j'ai pas expérimenté en premier la freelance. C'est un ami à moi qui a commencé avant, un ami d'école à moi, qui me parlait un petit peu des conditions de travail qu'il avait, qui me parlait de ses missions, etc. Euh, et du coup, j'avais l'expérience, moi, d'un stage en première année, où finalement, je m'étais peut-être un petit peu ennuyé. C'était pas forcément ce que je cherchais. Alors, j'aurais certainement pu trouver ce que je cherchais ailleurs, mais dans le freelance, on était tout de suite plus dans le dur, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait plus qu'on nous prenait plus au sérieux en étant en tant que freelance, en se présentant comme prestataire de service, plus qu'en se présentant comme profil junior de 0 année d'expérience, un stage de 6 mois. Ok. Je parle pas de mentir, l'expérience, à chaque fois que j'ai eu des dialogues avec des clients, tout ça, je disais, je donnais mon parcours, etc., etc. Mais on est dans un rapport qui est différent. Euh, Plutôt que de catégoriser junior, senior, tout ça, j'étais freelance junior, mais avant tout, j'étais freelance. Donc, j'ai l'impression qu'on a eu plus de facilité à me faire confiance pour m'intégrer à une équipe ou à un projet, euh, en sachant que j'étais indépendant et que du coup, je portais ces responsabilités-là moi-même. Ouais, mais tu penses pas que c'est parce que, c'est une théorie, hein, quand tu es freelance, déjà, on sait qu'on peut arrêter le contrat beaucoup plus rapidement, donc on peut Ouais, prendre plus de risques. bien sûr. Et il y a ce côté aussi où on va d'abord regarder tes compétences, donc ce que tu sais faire en tant que freelance, plutôt que tes diplômes. Que quand tu es en Ouais, CDD, CDI, on va regarder plus tes diplômes et peut-être pas exactement. forcément tes compétences, parce qu'on se dit qu'on peut te former sur le long terme, quoi. Exactement. Bah, en fait, c'est ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Alors, je savais que ça allait arriver, peut-être pas à un niveau aussi élevé. Il y a il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais commencé à regarder pour peut-être passer en CDI, passer dans le salariat. Et en fait, le fait de pas avoir, j'ai un bachelor, mais j'ai pas le master Epitech. Bah, le fait de pas avoir ce master-là, bah, c'était rédhibitoire, j'ai l'impression, pour beaucoup de boîtes. Alors je sais que c'est pas le cas de partout, mais le fait est que j'avais à l'époque un an et demi d'expérience en free et que ça suffisait pas à compenser ce manque de diplôme là. Ce manque de diplôme, ok. Euh, donc voilà, après dans des boîtes un peu plus enfin très institutionnelles ou enfin peut-être plus des vieilles boîtes, on va aussi avoir le souci des grilles salariales. La freelance c'est aussi un avantage d'un point de vue financier, on va pas se mentir. Euh, alors même s'il faut beaucoup plus prévoir parce qu'on est moins couvert, que ce soit par le chômage, par la retraite, tout ça, c'est un avantage financier quand tu es étudiant, c'est juste parfait. J'ai pu prendre mon autonomie finalement à la moitié de ma deuxième année d'études, ce qui était Ok. pas concevable normalement. Et pouvoir allier ça sans me buter au travail le week-end, à aller travailler au McDo et en faisant ce que j'aime, le freelance c'était fait pour ça. Là où avec un CDD, j'aurais pas été totalement autonome. Mais Voilà, d'ailleurs, attends, par j'ai exemple. une question. Ouais, Excuse-moi, bien je sûr. te coupe.
Mais du coup, Epitech, ils acceptaient que tu fasses du freelance en même temps? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Ils acceptent que tu fasses du freelance en même temps. Alors, le part-time est quand même assez surveillé, dans le sens où on a des rapports à faire, on a des soutenances à faire. Donc, je pouvais pas aller faire du freelance en dropshipping, par exemple, même si c'est pas du tout mon truc. L'exemple que je peux prendre, c'est ça. J'aurais pas pu faire ça. Il fallait quand même que ce soit dans le domaine, que ça se rapproche de ce qu'on apprend et de ce qu'on veut faire dans le projet professionnel après pour la suite. Mais ils autorisaient le freelance, ouais. Et comme j'avais déjà mon statut, moi, j'ai pu dire ça. Et à partir du moment où j'ai trouvé une mission, j'ai dit, bah voilà, je suis en freelance pour telle personne, je réalise ça. Et on a quand même un petit suivi. Donc, ouais, ça, par contre, c'est vrai que c'est un gros avantage. Ça, Ok. c'était très, très cool. Et en matière du coup, tu parles des avantages. Quels sont les avantages et défis que tu peux retrouver en tant que freelance? Tu as parlé de la sécurité que tu dois te Ouais, couvrir. Tu bien as sûr. parlé, je pense qu'il y a un côté liberté, mais il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Bah, la chose à laquelle je pense, moi, c'est le remote, déjà. Parce que je suis freelance full remote. Donc, Zénith est à Paris et moi, je suis dans un petit village en Ardèche dont je suis très fier. Voilà. Donc, le remote, c'est quand même un sacré confort. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que je le qualifierais aussi comme un inconvénient. Ça demande une discipline qui est assez énorme parce que bah on est chez soi, donc on a euh, on a toutes les Comme distractions de distraction. chez soi qui sont dispo. Je sais que c'est pas un problème pour beaucoup de gens. Je pense que on est quand même de plus en plus ouvert à ça. Euh, on est des adultes responsables. Enfin, on sait qu'il faut avancer. Donc moi personnellement, bah, comme j'ai toujours fait ça, enfin non, j'ai fait aussi des missions sur site, mais toujours avec un petit peu de remote et forcément full remote depuis le Covid. Bah ça me pose pas de soucis, mais ça peut être un inconvénient pour certaines personnes qui aiment le contact humain aussi, même si je suis pas un ermite complet. Euh, il y a, il y a toute cette organisation-là aussi pour garder du lien social, surtout pour quelqu'un comme moi qui habite à la campagne. Bah, rester toute la semaine chez soi, ça peut être Ouais, c'est vite pas dur. court. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai des amis autour de moi euh, qui font le même métier. Du coup, souvent, on se retrouve chez Ah, les uns, ok. chez les autres, pour travailler côte à côte et puis passer des moments ensemble. Donc, on Ah, c'est va se trop faire bien ça. ça. Ouais, c'est cool. On va se faire ça une à deux fois par semaine. On mange ensemble, on bosse ensemble à côté. Chacun a assez de place pour l'autre chez lui, dans son bureau. Donc, ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, oui. C'est ça qui permet de garder du lien social tout en restant dans le confort de chez soi. Le fait d'avoir un choix total sur son matos aussi, c'est quelque chose qui est incroyable. Même s'il faut investir, du coup, forcément. Euh, je sais ce qui me correspond moi en termes de matériel. Le matériel, pour moi, c'est très important. On commence forcément avec pas grand chose. On a un laptop et puis en avant, quoi. Mais rien que le fait d'avoir pu m'acheter une chaise ergo vraiment cool, Euh, oh là là, quel bonheur. je peux te Donc comprendre, hein. Franchement. ouais, voilà, c'est de l'investissement qui est assez énervé, mais après on se retrouve vraiment dans une harmonie, dans un espace de travail qui est juste bah, qui convient parfaitement et ça aide à rentrer aussi dans un état de flow dans le travail. Ouais, non, je comprends totalement. Et Après, en autre inconvénient, voilà, c'est qu'on va avoir un contact qui est forcément moindre, surtout quand le reste de l'équipe est en présentiel. Alors Zenith, il y a du remote au niveau de l'équipe dev, mais le gros est fait en présentiel aussi. Donc ça te demande de l'organisation, c'est aussi un inconvénient forcément pour le client des fois, si c'est la seule personne qui l'a en remote, et ben il faut arriver à organiser quelque chose autour de ça, que ce soit des meetings, Slack, alors que tout le monde est dans le même bureau, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Et du oui, coup, je vois ce que tu veux. j'ai peut-être pas cette dimension de team building, Ouais. même si on arrive à se retrouver pour certains événements, et ça c'est trop cool. Bah je vis pas au quotidien avec Zenith, donc forcément je suis peut-être un petit peu plus éloigné de l'équipe. Mais jusqu'ici, là, ça fait plus Ouais, d'un mais an je et trouve que demi. t'es bien intégré hein, quand même. Hein. Moi, enfin, Bah voilà, jusqu'ici, ça a pas posé de ouais, problème. Je pense que ouais. ça peut jouer en fonction de la personnalité du freelance aussi. Quelqu'un qui est très renfermé, un peu dans le cliché du geek et tout, ça peut être plus compliqué aussi. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut arriver à considérer, je pense. Si on veut faire une carrière freelance full remote,
il faut arriver à considérer ça et à pouvoir aussi être assez extraverti pour arriver Mmh. à tisser un lien Ah ouais, avec l'équipe. tisser un lien, ouais. Mm. Bah, après je trouve que ça dépend aussi, tu vois? Parce que tu es dans le développement, du coup, il y a pas forcément besoin d'avoir forcément énormément de contacts. Heu, Tu vois, moi, par exemple, en marketing, je sais qu'à un moment, pendant le covid, j'étais en full remote et c'était pénalisant quand même parce que j'arrivais pas à avoir, l'ambiance de l'entreprise où j'étais. Et aussi, je pense qu'il y a 2 formes de remote. Si tu es en remote, mais qu'il y a aussi le décalage horaire, par Mm. exemple, ça, c'est dur. Mm. Tu vois? Alors Ouais, là, tu as encore bien sûr, bien sûr, tu bien vois, sûr. Donc je c'est pas le moment non. c'est pas le moment Mmh. où il faut que je dise que je veux partir quelques mois ailleurs. Excuse-moi. Non, mais en fait, c'est quelque chose, le décalage horaire, si on n'est pas prêt à faire des concessions sur son temps de sommeil, c'est sûr que ça va être un problème. Parce que Ouais. même si on n'a pas besoin, alors c'est dans une dimension bien moindre que toi, qui est communicant, qui a besoin de t'imprégner Mmh. Mmh. du mood, de l'ambiance d'une société pour communiquer dessus, c'est normal. Nous, en tant que dev, on va avoir besoin de communiquer avec l'équipe Ouais, c'est vrai. pour résoudre les soucis. Mais voilà, avec Louis, on s'envoie des messages sur Slack où on se fait un petit call rapide sur un problème qu'on a et ça suffit. On n'a pas besoin de s'imprégner de ça. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que ça peut être un problème pour d'autres professions, ça c'est sûr. Après voilà, je sais que par exemple, c'est pas prévu, hein, je faisais la vanne comme ça. Mais je sais pas si je prévois d'aller dans un pays où il y a 6 heures de décalage, et ben je vais adapter mes horaires de sommeil, je vais adapter le reste pour pouvoir travailler en harmonie avec le reste de l'équipe. Ouais. Ouais. C'est moi qui décide de faire ça. Je peux pas imposer ça à la personne pour qui je travaille. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Alors voilà, aménager pour être là sur les points quotidiens s'il y a des points quotidiens. Pour moi, c'est de l'aménagement et c'est là qu'on a aussi un autre avantage du freelance, c'est la flexibilité tout simplement. Euh, Moi, j'essaie de me caler sur des horaires de bureau classiques. Je sais que j'ai des collègues qui font pas du tout ça, qui eux vont vouloir commencer leur journée à 13 heures et la finir à 1 heure du mat, et ça leur va très très bien. Et c'est comme ça qu'ils sont efficaces et ça fonctionne très bien avec leurs clients et tant mieux. Moi, je sais que j'aime bien avoir aussi cette régularité dans une journée d'avoir cette routine-là. Ça me permet aussi d'être en phase avec les gens qui sont autour de moi. Si on se dit pas, ah, putain, Nathan, il est jamais là le matin, c'est relou. Euh, voilà, tu vois. C'est moi, j'aime bien cette méthode-là où je garde forcément une certaine distance parce que je suis pas salarié, je suis prestataire où j'arrive à me caler avec Oui, avec tout le les monde. Ouais, interlocuteurs. ouais. Mm. Ouais, OK. J'avais une autre question, mais je pense que je vais aller carrément dans un autre sujet. ouais, carrément. Donc, avec nous, du coup, tu as dit que ça faisait 1 an et demi que tu travaillais avec Ouais. Zenith. Mm. Comment tu as fait pour trouver des missions en tant que freelance? En plus, tu as cherché en même temps que tu faisais tes études. Ouais, comment tu as fait pour trouver? Qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer alors que tu étais junior, et etc. Comment tu as Alors réfléchi? mes premières missions, je les ai trouvées sur les plateformes de recrutement freelance, etc., etc. Alors c'est pas moi qui allais chercher du coup, j'avais mon OK. profil là-bas on m'a contacté. La manière de me démarquer, ça va être j'ai fait un portfolio avec des projets que j'avais réalisés en web du coup, vraiment les projets les projets perso sur lesquels j'avais mis un petit peu l'accent sur le détail, sur l'effet waouh, etc., etc. J'avais une description bien claire de ce que je savais faire, de mes compétences. J'essayais d'être le plus transparent possible. Et évidemment, pour attirer quand j'ai pas vraiment d'expérience pro à fournir, et c'est le TJM qui est un petit peu au ras des pâquerettes OK. comparé au reste du marché. Euh, alors, sans parler de travailler pour 50 euros par jour, hein, on n'a pas envie de tuer le marché non plus, mais je m'alignais sur la fourchette basse. Et en OK. m'alignant sur la fourchette basse, j'ai certaines sociétés qui m'ont contacté sur ces plateformes-là. Et après, voilà, c'était au niveau d'un téléphone. J'ai eu pas mal de chance. Au final, je crois que c'est au bout du deuxième ou troisième téléphone que ça a fonctionné où j'ai ce premier client qui est arrivé, qui avec son idée de projet, qui était à construire totalement, qui avait déjà une société qui fonctionnait, mais qui voulait développer
d'un point de vue numérique. Euh, et voilà, le courant est bien passé. Donc au final, ça s'est fait comme ça et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience. C'était une mission qui a duré un peu plus d'un an. Donc pas à temps plein au début forcément parce que j'étais avec l'école. Puis après à temps plein, puis après avec d'autres missions à côté aussi. C'est comme ça que j'ai eu cette expérience-là. Et à partir de là, l'engrenage, il est lancé. Euh, donc, on a une certaine expérience, on prend en expérience. Voilà, Ouais, simplement. bien sûr. Quand on est dans le monde réel, avec des vrais besoins, des besoins qui sont spécifiques, des problématiques auxquelles il faut répondre, euh, bah, on engrange de l'expérience qui, du coup, a de la valeur sur ces plateformes-là. Et donc, au fur et à mesure, bah, on augmente le TJM, mais on étoffe la description et le folio. Et donc, à partir de là, ça Ouais, finit par venir. Chose que j'ai remarqué par contre, qui m'a mis un petit peu en difficulté, alors pas au début, parce que j'ai eu, je sais pas, peut-être une clarté d'esprit, je sais pas. Euh, avant de vouloir attaquer à bosser le freelance, j'avais déjà créé mon profil sur sur les plateformes, etc., etc. Et la chose que j'ai remarqué avec ces plateformes-là, c'est qu'au niveau de la visibilité de l'algorithme, on est quand même vachement mis en compétition. Et les moments où j'ai commencé à recevoir des messages, c'était toujours 2 ou 3 mois après l'inscription et la création d'une description. Oh, ah ouais, Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça m'est arrivé. J'ai été 2 fois en recherche de mission sans mission courante. Et ça avait été comme ça. Je m'étais inscrit pendant que j'étais à l'école et j'avais pas de demande. Je me disais, ah ouais, bon, peut-être que ça marche pas très bien. Et puis au bout de 2, 3 mois, j'ai commencé à recevoir un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages. Et j'ai travaillé, j'ai délaissé mon profil sur les plateformes, je l'ai pas mis à jour au niveau des dispos, etc., etc. Et cetera. Et au moment où je me suis retrouvé, où ma mission a pris fin, je me suis pris trop tard. J'ai réactivé tous mes comptes. Et là, c'est pareil, c'est au bout de 1 mois, 2 mois, ça se comptait en mois. J'étais pas de ok. nouveau visible rapidement. Donc là, je parle de plateformes où c'est pas moi qui cherche un job, c'est des sociétés qui cherchent des freelances. Voilà, donc il y a eu cette période-là où j'ai moins eu de taf. C'est là que j'étais content aussi d'avoir bien pris conscience de ce qu'était le freelance avec pour Un peu m'assurer d'avance. voilà, Mm. m'assurer de l'avance, pas finir à la rue, ce serait dommage. Mais voilà, il faut avoir cette Mm. clarté-là Et tu si on l'expliques revient sur comment? le truc des inconvénients freelance. Tu l'expliques par le fait que ce soit des nouveaux profils, que l'algo de ces entreprises, enfin, ça met du temps à se lancer. Tu l'expliques comment? Bah, je l'explique. J'ai pas envie d'essayer de deviner le fonctionnement de leur algo parce que du coup, ils gèrent une grande quantité de free. J'imagine que bah, déjà, on a l'histoire des notations. Quand on passe par les plateformes, on est noté sur les plateformes. Si on passe en dehors, on n'est pas noté sur les Ah oui. plateformes. Donc, on va forcément être relégué. Et entre-temps, bah, il y a tout un tas de freelances qui se sont inscrits et est-ce qu'ils ont un système de queue pour remonter dans les profils? Est-ce qu'ils vont certainement privilégier des gens qui sont actifs sur la plateforme, qui vont répondre vite aux messages, Ouais, qui vont mettre à jour leur dispo toutes les semaines, etc., etc., etc. ouais, faut Je montrer pense un que peu ça peut, je d'activité, pense, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que ça peut venir de là. Je pense que ça peut Alors, venir de mais c'est là. intéressant de dire qu'il Et faut 2, 3 mois, quoi, parce que, en fait, tu vois, genre, enfin, en tout cas, dans un mon freelance pour expérience, avant. Ouais. ouais, j'ai pas eu vraiment d'autres retours de ce côté-là. Mais moi, c'est quelque chose de récurrent. Alors, l'échantillon est pas énorme, hein, c'était 2 fois. Euh, mais, mais le fait est que sur les 2 fois, à 100%, bah, Ouais, c'est pas dans la semaine où j'avais des sollicitations qui ouais. arrivaient. Je me faisais pas solliciter dans la semaine. Après, au niveau du reste des missions, parce qu'il n'y a pas que les plateformes, euh, bah, beaucoup bouche à oreille finalement. Garder du contact avec les gens avec qui on a travaillé à l'école. C'est pour ça que s'il y a des étudiants là qui nous écoutent, travaillez à l'école vraiment sur vos projets de Mm. groupe et tout. Soyez pas la personne qui fait rien et qui laisse le reste du groupe faire. Parce qu'en fait, on se développe une réputation et les gens autour de moi qui m'ont dit ah tiens j'ai telle ou telle personne qui cherche un freelance, bah, c'est des gens avec qui j'avais travaillé et qui me faisaient confiance. Les gens quand ils recommandent quelqu'un, ils n'ont pas envie de recommander quelqu'un qui fait rien ou qui est Ouais, c'est mauvais. clair.
Voilà, on a envie de faire des bonnes recommandations. Moi, c'est le cas aussi. Je recommande quand il y a des positions qui s'ouvrent quelque part chez un de mes clients, je recommande des profils qui correspondent et des gens qui ont travaillé avec moi. Je sais qu'ils seront capables de faire le taf. Donc, il y a pas mal de réseaux aussi, finalement. Que ce soit des anciens clients qui me rappellent pour des connaissances à eux, ou même pour eux, ou que ce soit des amis d'école qui me disent bah, tiens, on a telle personne qui cherche un freelance Dev React, est-ce que tu es dispo? Bah, ça joue pas mal sur le bouche à oreille. Et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je suis arrivé à Zenith, c'était avec le bouche à oreille. Voilà. Ouais, c'était avec le bouche à oreille. Ok. Ouais, il me Je sais semble, parce que oui, je oui, sais même pas comment t'étais si je me arrivé. souviens bien. Si je me Mm. souviens bien, c'était un flic qui avait bossé pour Zenith qui T'as m'a recommandé. qui m'a recommandé pour agrandir l'équipe. Et puis Ok. voilà. Je redérive, je repense à ce que tu as Mais dit on tout à n'arrête pas l'heure. de dériver. Non, oh, t'inquiète, c'est pas grave. On a une limite de temps, on s'arrêtera à ce moment-là. Ok. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'on se dit, donc ça va. Euh, t'as parlé au tout début de quand on n'avait pas d'expérience de faire des projets perso. Euh, les projets perso que t'as fait, c'est des trucs où tu t'es inséré dans des groupes, ou est-ce que c'est vraiment perso, tu t'es dit, ouais, je sais pas, j'ai développé une appli pour moi, je l'ai mis. Alors il y a plusieurs cas. Soit je vais pouvoir ajouter un projet de groupe que j'ai fait à l'école, qui est relatif au web ou à l'applicatif mobile, parce que je fais aussi de l'applicatif mobile. Donc là, ça avait été, je crois, une, euh, une que j'avais mis dans mon portfolio, c'était une application un peu start page sur un navigateur avec des widgets, des choses personnalisables, tout ça. C'était un projet qui m'avait vachement plu, du coup, je l'avais plutôt pas mal poussé, plus que nécessaire. Et donc, au final, j'arrivais à avoir un truc assez clean qui rendait bien sur un portfolio. Euh, Il y a les projets des clients s'ils m'autorisent à l'utiliser dans mon portfolio aussi. Voilà. Et après, projet perso, ça va être des trucs que j'ai eu envie de développer moi dans mon temps libre. Euh, comme j'ai dit au début, ouais, c'est vraiment une histoire un peu de passion, de hobby. Donc, si j'ai fait une interface pour gérer mon serveur qui tourne en local chez moi, eh ben ouais, c'est quelque chose que je peux mettre dans mon portfolio. Si j'avais envie de partager un projet où qui génère des playlists en fonction des comptes Spotify et des habitudes d'écoute de mes amis, et bah ouais, je vais le mettre sur mon portfolio. Que des choses comme ça. En fait, il faut pas. Je pense qu'il faut, pour quelqu'un qui débute, il faut pas hésiter à faire les projets bateaux. Pour un développeur web, par exemple, le raccourcisseur d'URL, c'est cool. Un raccourcisseur d'URL, il y a moyen de faire une jolie interface, il y a moyen de faire quelque chose de très cool en back-end aussi. Euh, on touche aux bases de données, on touche aux redirections, au déploiement, on touche à plein de choses. Alors c'est très bateau, c'est pas impressionnant, mais c'est quelque chose qui permet déjà de se rendre compte de pas mal de problématiques qu'on a sur du développement web et de montrer qu'on est capable de réaliser une stack complète, que ce soit base de données, même si c'est très simple, que ce soit du back-end, même si c'est très simple, de la sécurité, des choses comme ça. Et montrer qu'on peut le déployer, que c'est en ligne. Là, on peut prendre un nom de Oui, domaine d'accord. en Ouais. .xyz pour 99 centimes par an. Euh, Bah, on le fait et on déploie et au moins c'est accessible. On a aussi un portfolio qui est interactif. Pas forcément obligé de faire un site vitrine CV, je pense. La description sur les plateformes, pour moi, ça suffit, ou sur LinkedIn, ça suffit. Mais mettre en lien des projets qu'on a, bah, on arrive directement sur des applications qui pourraient potentiellement être du SaaS, qui pourraient potentiellement être des vrais projets, même s'ils ont déjà été vus et revus. Et bah, ça montre qu'on est capable de le faire et qu'on a un souci du détail et que c'est utilisable, ça fonctionne. Et donc, à partir de là, ça permet, je pense, aux potentiels clients de se projeter un peu plus dans les capacités du freelance. Ouais. Oui, ça, Donc, ça pas permet de se hésiter à faire rassurer. des... Ouais, 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 carrément. Euh, le, le, une des choses les plus dures dans la vie d'un dev, je trouve, alors sauf ceux qui sont très, très acharnés, c'est de terminer un projet perso. On a Ah un ouais. projet perso, mais moi, des idées de projet perso, mais j'en ai des dizaines. Mais ceux que j'ai Mhm. menés à bien, je pense qu'il y en a peut-être 4 ou 5. Et encore, ils Ouais, sont déjà pas pas mal, tous hein. déployés aujourd'hui. Oui, non, mais c'est pas mal. Et encore, ils sont jamais vraiment finis. C'est des choses qu'on pourrait toujours Ouais, faire ouais. évoluer. Tu sais, c'est des produits. Mhm. Mais des choses qui étaient, alors, peut-être pas terminées, mais au moins
viable à montrer. Sur les dizaines et dizaines que j'ai, il y en a 4 ou 5. Et donc, parce que on a cette idée-là, on est super excité, Super on avance à hypé, fond ouais. dessus. Et puis au final, il y a l'autre taf qui reprend et donc on va pas au bout, etc., etc. Faut s'accrocher un peu, Ouais, surtout au début j'imagine. quand on est en recherche de mission. On est en recherche de mission, alors si on a un peu de temps, autant développer ces projets perso-là. Et c'est jamais perdu en fait, c'est jamais du temps perdu. Moi, il y a des projets perso que j'utilise encore tous les jours et qui me servent aujourd'hui. D'autres qui, bon, sont tombés dans les abysses sur un repo GitHub en privé. Euh, mais voilà, et se renouveler sur les projets perso, c'est important aussi parce qu'on prend en compétence. Si nos projets perso ils sont en open source, quelqu'un qui va regarder votre code, qui va regarder le code d'un senior et c'est le projet perso qu'ils avaient fait quand ils avaient 1 an d'expérience, le code va être horrible. On va se dire bah ouais mais non tu te moques de nous quoi. Regarder les dates c'est pas si simple apparemment hein, des fois. Ah Donc ouais? bien faire attention à ça, renouveler un petit peu, Ouais, ouais, bien sûr. c'est OK. important je trouve. OK. Ah ouais, c'est vraiment intéressant, c'est un bon conseil. Hem, Si tu voulais, on va parler un peu de Zenithal, parce que, du Ouais bien coup, sûr. tu travailles dessus depuis un moment. Est-ce que tu pourrais Ouais. expliquer, ce qu'est, Zenithal, sur quoi tu travailles, ce que tu fais? Alors, Zenithap, si je devais l'expliquer simplement, c'est un outil qui permet la gestion des missions freelance par des managers et par les freelances eux-mêmes, et par Zenith aussi également. Euh, Moi, quand je suis arrivé, c'était surtout un outil, d'ailleurs, qui s'appelait pas Zenithap, qui s'appelait simplement Timesheet, les freelances allaient poser leur timesheet sur l'outil à la fin de chaque mois. Aujourd'hui, on a développé le projet. C'est plus que ça. Maintenant, Zenitha permet de faire de la gestion de contrat, permet de faire de la gestion de mission, des timesheets évidemment, mais aussi on a toute cette partie-là qui est la partie job qui s'est développée. Zenithap est ouverte depuis que très récemment à l'inscription globale. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a des jobs qui sont postés sur Zenithap et donc le- l'inscription est ouverte aux freelances à s'inscrire sur l'application, remplir leurs informations et aller directement postuler sur les jobs ou les offres de mission qui sont disponibles sur Zenithap. Là, en fait, c'est un outil qui est assez large, assez divers et qui a vocation à s'élargir encore. Et voilà, sur la durée de vie d'une mission freelance, que ce soit à partir du moment où on n'a pas de mission jusqu'à la fin d'une mission. Voilà, c'est comme ça que moi je décrirais Zenithap. C'est principalement sur ce projet-là que je travaille depuis 1 an et demi. Euh, alors moi je suis donc full stack, mais depuis quelques mois, je dirais 6 mois à peu près, je suis beaucoup plus axé front-end. Je vais très peu toucher au back-end. Le reste de l'équipe est super là-dessus, donc ça se passe très très bien. Et moi j'ai pris euh, le relais sur le front. Et donc voilà, c'est développer ces fonctionnalités, ces nouvelles pages, ces nouvelles interfaces pour qu'elles soient le plus agréables possible pour les utilisateurs, qu'elles correspondent à nos besoins, aux besoins que ce soit du manager, du client ou du freelance, quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je décrirais mon taf et la chose. Et c'est intéressant, ça va? J'aime bien. Ouais, carrément. C'est des, Ça a beaucoup évolué. Non, je dis ça parce que ça a beaucoup ça a beaucoup évolué. évolué. Le projet en lui-même est très intéressant parce qu'on a des besoins qui sont très spécifiques. Parce qu'il y a il y a il y a un petit peu de légal. Il y a des choses où il faut faire très attention au niveau de la nomenclature, au niveau de plein de choses. Enfin, on gère des contrats, des signatures. Il y a ces choses-là. On a l'intégration des outils externes à l'application aussi, comme YouSign, par exemple, qui est utilisé pour la signature électronique. Euh, on va avoir les spécificités de l'activité. C'est une app qui est vivante, en fait. Les freelances arrivent tous les mois et postent du contenu tous les mois. Il faut qu'on, enfin, poste du contenu, non.
interagissent avec l'application tous les mois, créent des Ouais. objets sur l'application tous les mois. Et donc, on a ce besoin de résilience-là, qui est très intéressant aussi. Si jamais on a un service externe qui fonctionne plus, eh ben, il faut qu'on ait un moyen de secours pour que la vie continue sur l'application et que les freelances puissent soumettre leur timesheet, par exemple. On a tout cet aspect un peu KPI à recueillir, etc. C'est assez divers. On peut aller de la stat à la résilience, au développement. Il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes sur le projet en lui-même. Et après, d'un point de vue développement, euh, c'est assez intéressant aussi parce que du coup, on se retrouve, en tout cas en front-end, je suis plus assez bien positionné pour parler du back de Zenith, mais au niveau du front-end, moi je suis arrivé avec une code base qui était déjà présente Ok. et qui partait de proof of concept, et qui a été développée avec une idée en tête, c'était timesheet, pas forcément avec tout le reste. Et Ok. donc, on arrive à certains challenges où il faut qu'on arrive dont un qui est actuellement en cours, dont on parlera peut-être un petit peu plus après, qui est de faire évoluer cette code base là pour qu'elle soit efficace, même si elle n'a pas été pensée pour tout comme ça dès le début. On est parti d'un proof of concept qu'on a fait évoluer vers un produit fini qui aujourd'hui fonctionne, mais qui a encore besoin d'évoluer, et on fait face du coup à d'autres challenges là pour les prochaines évolutions qui arrivent, notamment en termes d'optimisation, d'optimisation de ressources, de rapidité, etc., de fluidité, et d'expérience utilisateur. On a toujours besoin de s'améliorer, et donc voilà, ça c'est un challenge qui est actuellement en cours, notamment avec la refonte de l'architecture complète du front-end qui est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. En plus, C'est c'est un marrant gros parce que sujet, mais c'est très intéressant. ouais, C'est ouais, plus c'est intéressant. super intéressant. Et en plus, bah, moi, une fois, j'en parlais avec lui, je disais, mais pourquoi vous n'avez pas juste effacé une partie, recommencer, refaire... Tu sais, je lui dis ça un peu en néophyte, il m'a dit, non, mais tu te rends pas compte. C'est ça. Et j'étais en Bah, en mode, ah, fait, on ok. appelle ça, c'est ce qu'on a fait pour arriver à ce produit fini qui fonctionne aujourd'hui et qui est plutôt efficace, mais Mm, qui demande encore à avoir du progrès. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a effacé des parties, on les a refaites, on a emboîté des Lego avec mhm, ce qu'on appelle des bootskotch, en fait. mm, Donc, ça fonctionne, c'est très bien. Mais maintenant, on arrive à un certain niveau de fonctionnalité qui est plutôt satisfaisant. Et c'est là qu'il faut qu'on prenne peut-être un petit temps de pause pour arriver justement à cette refonte architecturale qui nous permettra d'évoluer encore plus. Mais de penser cette architecture-là pour qu'elle soit évolutive. Et pas qu'on ok. ait justement à réeffacer des bouts de code, en remettre des nouveaux. De la modification, il y en aura toujours parce que on a toujours envie de faire évoluer l'interface, par exemple. On a toujours envie que ce soit plus beau, que ce soit mieux fait. On découvre d'autres outils dont on va s'inspirer. Il y a toujours des évolutions, mais le but avec ce challenge-là qui est actuel, c'est d'arriver à un moment où, tiens, on va ajouter ce type de fonctionnalité-là. Et bah, c'est faciliter l'implémentation de ces nouvelles fonctionnalités sans avoir à retoucher à, Ouais, euh, l'ensemble. à l'ensemble, remonter les branches de l'arbre pour Mm, aller modifier quelque chose tout en haut, alors que bah, finalement on veut ajouter juste un fruit tout en bas. ouais, ouais. Le but c'est d'avoir assez de branches disponibles pour pouvoir ajouter autant de fruits qu'on veut. Si je devais le vulgariser comme Ouais, ça. ouais, c'est très bien Et, vulgarisé. et Ouais. c'est un challenge, mais qui devient un challenge perso qui est ultra stimulant, quoi. Mm. Mm. Ouais, et en plus, je trouve que c'est une belle vision parce que on voit que ça va évoluer. Tu vois, genre que c'est pas Mm. là, c'est pas un produit fini, qu'on n'a pas. Non, On a un cap, mais on n'a pas un truc de se dire, ok, dès qu'on arrive là, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. On veut vraiment le rendre le plus complet possible et je trouve ça génial. on a un produit actuellement qui est utile, qui est utilisé, qui fonctionne, mais qui a un potentiel d'évolution qui est assez monstrueux. Donc le but c'est de pouvoir faciliter ça et de oui se dire que de toute façon là si on se connecte aujourd'hui euh, 3 janvier 2025 à l'application, et ben dans un an qu'elle soit encore métamorphosée, qu'elle se soit
plus diversifié pour arriver à matcher encore plus de use case. Je pense que c'est le but et que c'est la direction qu'on prend. Et toi, en tant que freelance, est-ce que tu as un point sur les améliorations? Est-ce que ça t'aide à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions pour Zenithap Ouais, ou... je pense oui, parce que moi, alors je suis développeur d'Zenithap, mais je suis aussi utilisateur. Mm, Je suis freelance chez mm, Zenith, donc j'utilise moi-même l'application, que ce soit pour mes timesheets, pour la gestion de la mission, etc. Donc déjà j'ai ce retour utilisateur de moi-même, et des fois il y a des choses que je vois où je me dis mais je me déteste. Enfin là ça c'est pas possible. Il faut qu'on le change. Il y a des choses, pourquoi on fait 18 clics ici, ça n'a aucun sens. mm, Là où ça fait du sens quand on le développe, d'un point de vue UX, des fois, à l'utilisation, on se dit, ah oui, mais non, il faut faire autrement. Et au final, on arrive à améliorer le produit comme ça. C'est comme ça que j'arrive à voir les améliorations qu'on a. Pareil avec mes expériences de, de, de recherche de mission, etc. À savoir que c'est pas moi qui vais décider de comment l'application Oui, fonctionne. bien sûr. C'est Zenith, on a des objectifs, on a envie de faire quelque chose, il faudrait que ça ressemble à ça, 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 ça et ça. Et moi, j'exécute. Mais, avantage de freelance, encore une fois, comparé à un profil junior standard, c'est que j'ai aussi, je pense, cette puissance de conseil, que ce soit au niveau des fonctionnalités à développer, ou de leur UX, vis-à-vis de mon expérience personnelle. Moi, je suis content de pas avoir à soumettre des feuilles de temps que j'ai fait avec Excel, par exemple. Là, je suis vraiment content de pouvoir faire ça depuis l'application. Et après, des évolutions en tête, j'en ai. Ouais, moi, si Zenith pouvait générer mes factures, ce serait le feu. Ouais. Je serais très très C'est vrai content. que ça revient Parce que souvent, hein. parce que du coup, typiquement, moi, j'aurais plus à générer mes factures avec Excel. Alors, je sais qu'il y a plein d'outils, hein, mais tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés de toute façon. Donc moi, je fais ça comme ça, par exemple, Mm, mais on a de la facturation automatique, mais il faudrait que ce soit aussi possible pour les freelances. Donc pas mal de challenges aussi, parce que aucun freelance n'utilise les mêmes nomenclatures, notamment pour les numéros de facture, par exemple. ouais. Mais moi, ah ouais, ça serait vachement bien. C'est une évolution potentielle Mm. que moi je vois. Après voilà, moi je suis pas décisionnaire là-dedans, Mais t'es pas décisionnaire, oui, bien sûr, ouais. mais je suis assez heureux de l'écoute qu'on peut avoir à Zénith, en tout cas, enfin que moi je peux l'oreille qu'on me tend Mm, en tant que mm. free quand je vais donner des conseils. La refonte architecturale, c'était nécessaire, on en avait besoin, et quand j'en ai parlé, on m'a écouté, on m'a dit mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il faut le faire. Et du coup voilà, maintenant c'est en cours. Là où je pense que, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est peut-être l'expérience que certains de mes amis salariés ont aussi, c'est que on est salarié, on est développeur, on est dans la boîte depuis un an, on fait ce qu'on nous dit de faire. Et si jamais il y a quelque chose où on se dit, mais ça va peut-être pas super bien marcher, on se débrouille pour que ça marche. Ouais, c'est vrai. Voilà. Là où on a encore cette flexibilité, je pense qui est peut-être une valeur ajoutée aussi que j'apporte, qui est cette valeur de conseil là. Oui, après, je pense Mm. aussi que c'est la nature de l'entreprise qui fait ça. Tu sais, il y a des entreprises Certainement, qui ouais, sont plus à bien sûr. l'écoute, d'autres moins. Et à côté, il y a des C'est... missions freelance où on va t'embaucher pour 2 semaines pour Mm, développer une nouvelle page sur un site web et on te pose pas la question. C'est tu fais et c'est ouais. tout. Ça va être aussi le tout quand on cherche une mission et quand on accepte une mission, d'arriver à jauger si on aura potentiellement cette flexibilité-là. Et voilà. Oui, il y a bien évidemment d'autres sujets où, tiens, on a un bug sur notre site, enfin sur notre application qui tourne depuis 3 ans, depuis qu'elle a été faite par le dernier freelance. On embauche quelqu'un pendant 3 semaines pour fixer le bug et puis voilà, c'est résout le bug, on touche à rien d'autre. Et voilà. Et ça convient peut-être à des gens, Oui, c'est oui, bien super. sûr. Mais moi, je sais que dans mon idéal, j'aime bien avoir apporter ce conseil-là et avoir ce dialogue-là avec le client. Ouais, mais je pense que tu vas aller plus loin en faisant ça qu'en faisant juste tes réparations de bugs sur 2-3 Ouais, c'est jours, possible. 3 semaines. J'espère. J'espère. On verra Je te bien. souhaite, je te On le verra souhaite, bien. Ça, je te le ça c'est souhaite. l'avenir qui me le dira. Mais ouais, c'est le but. C'est le but. Mm. Moi, euh, j'aime la création, en fait. J'aime l'aspect créatif du dev, parce qu'on peut se dire que c'est très
très mécanique finalement. On écrit des bouts de code et ça marche. Non, le dev, pour moi, il y a toute une dimension créative qui est assez importante. Il y a 10 000 manières de faire la même chose. Et le tout, c'est de trouver celle qui te correspond le mieux. Et après, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une dimension artistique, mais dans la réalisation d'interface, par exemple, bah, il y a une vraie dimension créative. Et moi, c'est ça que j'aime. Et apporter mon conseil sur cette dimension créative-là, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est partie intégrante de mon boulot et quelque chose que j'adore. Un artiste développeur. C'est beau. Ah, ça y est. Non, commence pas à m'appeler comme ça, on va penser que j'ai pris la grosse tête après. L'enfer. C'est bon, c'est bon. Moi, c'est ta nouvelle guideline, là. Aïe, 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 c'est fini. C'en est fini de moi. C'est pour ça que j'ai bien dit que j'irai pas jusqu'à dire que c'est artistique, mais cette dimension créative, Ah, c'est je trop l'aime. tard. J'ai entendu le mot. Tu m'as dit de pas penser à un éléphant rose. Je pense à un éléphant rose. Oh, je vais jamais m'en sortir, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais voilà, c'est pour sortir un peu de la vanne, ouais, c'est Ouais. aussi une dimension du taf qui est pour Ouais. moi très importante. Ouais. Est-ce que tu as une réflexion sur le marché IT que tu aimerais partager, quelque chose que tu as vu, observé, que tu trouves intéressant à partager? Tu vois, on m'a souvent parlé de l'IA, on m'a souvent parlé Ouais. de la Alors, difficulté du recrutement. moi, Ce que tu veux. ça va pas être sur l'IA parce que je pense qu'on en parle assez en ce moment et après j'ai une vision assez particulière de l'IA aussi. Mais une vision du marché. On a des technos, notamment en développement web front. On a des technos qui sortent tous les jours. Des fois, c'est difficile de suivre un petit peu. On a SvelteKit qui prend en popularité de manière assez monstrueuse. Tout un tas de frameworks JavaScript, TypeScript qui sortent tout le temps et qui ont toujours l'air incroyables à utiliser et vachement mieux. Euh, la réflexion que moi je porte là-dessus, c'est que c'est important de se tenir à jour de ce côté-là, de se tenir à jour de différentes technos, de les essayer. Mais je pense que faut pas qu'on perde le focus sur ce qui est le plus utilisé en ce moment, que ce soit donc là je vais parler peut-être un peu chinois, que ce soit Vue.js, Next ou React.js comme on utilise chez Zenith, parce que on a des codebases entières qui ont besoin d'être développées et sur lesquelles beaucoup Oui, de tu sociétés es n'auront obligé de pas les passer. Ouais. ressources de repasser sur Ouais. un énième framework qui peut-être sera plus maintenu dans un an. Je pense que c'est important qu'on arrête Oui. de tirer dans les pattes de tous les frameworks, de tous les vieux frameworks comme React, comme enfin Non, mais c'est librairie. Du bien, coup, c'est je intéressant ce vais que me tu faire dis. taper dessus si je dis framework, une librairie Mm. comme React. Euh, Parce que on dit souvent, ouais, bah ouais, t'es dev React, t'apportes rien, tu fais pas évoluer, etc., etc. Moi, j'aime utiliser des nouvelles technos, mais c'est important de se consolider sur un socle qui est solide. React, on a Facebook qui est derrière. C'est quelque chose qui restera et pouvoir arriver à, à dire bienvenue à ces nouvelles technos, ces nouveaux frameworks, sans pour autant délaisser ou dénigrer ce qu'on a déjà. Ouais, Ce qui a tendance à se faire beaucoup d'accord. Non, mais c'est dans le super monde du intéressant. dev. J'ai jamais entendu ce Alors, point de vue-là. ça a tendance à se faire beaucoup, peut-être moins dans le milieu professionnel, mais en tout cas dans la Mhm. communauté où il y a beaucoup de professionnels d'ailleurs, que ce soit Mhm. sur Reddit, tout ça. Souvent, ça Oui. va se tirer dans les pattes. Les gens vont adorer regarder en fin d'année les parts de marché des différents frameworks, à dire ah regardez, on est passé devant celui-là. On a une dimension de fanboyisme qui est assez incompréhensible, je trouve. Et donc pour moi, enfin c'est cette réflexion enfin je me pose pas mal de questions vis-à-vis de ça. Du coup, je me dis mais comment, enfin chaque outil a son utilisation, son utilité. J'ai bossé en Vue, en React majoritairement. C'est peut-être pour ça que je prêche ma paroisse aussi. Mais je pense que c'est important de s'ouvrir à tout, mais de pas pour autant être élitiste. Les laisser son... Ouais, ouais. Ouais, être Oui, mais élitiste je sur trouve que les c'est nouvelles c'est hyper technos et les intéressant de nouveaux dire frameworks. ça. Parce que tu vois, souvent, on est attiré par la nouveauté. Ouais, On se carrément. dira, tiens, c'est super, c'est sexy, c'est cool. On le Et voit avec l'IA notamment, oui, beaucoup. exactement, exactement. Et on oublie que bah, déjà, les gens vont pas aussi vite que nous. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une nouveauté que tout le monde est déjà passé cette nouveauté. C'est souvent une petite niche.
Et en fait, si tu veux te concentrer, il faut rester sur ton truc que tout le monde utilise, quoi. Bah, pour reprendre l'exemple de Svelte, tout le monde adore, hein. C'est le framework préféré des développeurs web, je crois. Je Ouais. crois que j'avais vu ça quelque part. C'est pas utilisé en production. Très peu, enfin, à moins que ce soit des startups qui aient moins de 6 mois, bah, personne n'est parti sur du Svelte. Parce que, bah, on a beaucoup d'outils qui ont été développés avec un certain outil. Et on a une équipe qui est compétente sur cet outil-là, donc on continue d'utiliser. Moi, c'est trop bien. Le jour où Svelte est utilisé en production quelque part, je serai le plus heureux des hommes. Et, je pourrais utiliser un truc qui sera ultra confort et peut-être plus efficace que React ou plus évolutif que React. Mais je reste assez prudent de ce côté-là. Est-ce que ça va être maintenu? Parce qu'on a une communauté d'open source qui est géniale. Mais voilà, il faut être sûr que ce soit maintenu par la communauté, Ouais, bien sûr. qu'il y a un cap et qu'on se lance pas dans quelque chose qui sera mort dans un an parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Avoir des acquis solides, c'est important, je trouve. Ouais, c'est vrai, bah, les Notamment avec bases, hein. React, par exemple. Mmh. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais quelqu'un à recommander pour cette émission? Quelqu'un, ouais. Tu as le droit de Quelqu'un, dire non, hein. alors j'aurais pas vraiment de nom, je pense, mais inviter quelqu'un de plus dans le domaine de la cyber, peut-être. La cyber? OK, ouais. Ouais, la cybersécu. Moi, c'est un domaine qui me passionne. Je m'étais un petit peu intéressé. J'avais commencé à faire des petits challenges sur un site qui s'appelle RootMe, qui est un site de Mmh, oui, je connais. cybersécurité qui apprend à faire, ben voilà. Et ça m'intéresse. Alors, je suis clairement pas euh, un alien d'assez haut niveau pour me lancer là-dedans, mais ça me passionne à chaque fois de voir leur point de vue sur l'IT en général. Et je pense que ça pourrait être très très sympa. OK, ah ouais, c'est une très bonne idée. Je prends note et je chercherai quelqu'un en cyber. Parfait, parfait. Merci à toi, Nathan, pour cet Merci beaucoup, épisode. C'était Stevie. hyper riche, hyper intéressant. C'était super sympa. Ouais.